Alex Nissa du 06. Wawrinka a annoncé sa retraite sportive en 2026. La première image qui me vient de lui, c'est sa finale de Roland-Garros 2015 contre Djokovic. Mais peut-on aussi situer ce 8e monumental perdu en Australie en 2013 contre Djokovic qui a été un tournant et a fait basculer sa carrière? Je dirais que comme d'autres, Stan, il a eu le malheur de tomber dans une période où tu avais 3 mecs, voire 4, avec Murray, même si pour moi, Wawrinka n'est pas inférieur à Murray, et beaucoup plus spectaculaire en plus, mais qu'évidemment, quand tu joues, quand tu fais les tournois et que tu as Djoko, Nadal et Federer, tu es obligé d'en battre 2 pour remporter des trophées. Il y est arrivé à 3 reprises, sur 3 tournois différents. C'est un exploit énorme. On n'oubliera pas aussi que la victoire en Coupe Davis avec la Suisse, c'est un peu lui qui porte l'équipe, même si c'est Federer qui en a récolté les louanges, parce que c'est lui qui amène le point décisif contre Richard, mais aussi parce que il avait tué le game, il y avait tout le monde il avait tout gagné à ce moment-là. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Stan, on s'est rencontrés une fois à Roland-Garros, on a échangé quelques fois par message interposé, c'est un mec super sympa, super normal, comme toi mon bébé, toi aussi t'es sympa et normal. Bon oui mon cœur. Et oui, en même temps, il va jouer jusqu'à 41 ans, donc on peut dire qu'on en a profité jusqu'au bout, comme Gaël Monfils, qui va d'ailleurs lui aussi prendre sa carrière, arrêter sa carrière à la fin de l'année 2026. Francky B. Si Emegas ne serait pas blessé, crois-tu qu'il nous aurait fait du bien dans tous ces matchs qu'on n'a pas gagnés? Certains supporters qui le critiquent ne pensent pas comme moi je dis que c'est un manque pour Strasbourg. Mais évidemment que c'est un manque pour Strasbourg, évidemment. Ça fait 7 matchs que Panicelli n'a pas marqué, et je suis désolé de le dire, même si Panicelli a mis une rafale de buts à un moment donné, je pense que ça reste un attaquant extrêmement moyen, et je pense que Emega est infiniment plus complet et plus fort que lui. Alors effectivement, peut-être que Panicelli a une personnalité plus avenante, plus combatif et tout ce qu'on veut, mais je pense que l'absence d'Emmanuel Emega est effectivement très préjudiciable au rendement et surtout à la variété du jeu offensif du Racing. Francky B, de nouveau, dans tes dernières vidéos, on a aperçu Mélissa, ça fait plaisir de la voir en bonne santé. Pourquoi elle ne ferait pas des vidéos avec toi, ou alors des vidéos de cuisine, ou des photos de ses réalisations de plats qu'elle fait sur Insta ou Facebook? Bonne fête à vous deux, merci. Oui, la dernière fois, elle était derrière moi parce qu'elle était avec son casque et qu'elle n'avait pas réalisé que j'étais en train de tourner. Je crois pas qu'elle ait envie, je pense d'abord qu'elle a rien à dire sur le foot et qu'elle n'a pas l'aisance nécessaire pour parler comme ça face à une caméra, parce que j'ai envie de dire que ça reste quand même un métier. Et voilà, et donc oui, vous pourrez la voir de temps en temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc là, elle travaille chez son copain Joe, chez Gabriel. Et puis cet après-midi, on a ses filleuls qui viennent décorer le sapin de Noël là, que vous voyez derrière moi. Alors, il a l'air petit, mais il fait 3,50 m quand même. C'est vous dire la hauteur sous plafond de la baraque. Alex Penon. Dans le cas d'un éventuel retour de flamme et d'une énième aventure entre Zizou et le Real avant la Coupe du Monde, à quel technicien penserais-tu pour prendre la suite de Dédé à la tête des Bleus? La liste semble bien maigre et le réservoir des coachs français n'est-il pas faible? C'est-à-dire que les coachs français, il y a Hez, il y a Genesio, Pierre Sage. Les 3 sont bons. Maintenant, est-ce qu'ils sont suffisamment bons pour être sélectionneur de l'équipe nationale? J'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas essayé, on ne saura pas. Mais la question, c'est pas vraiment ça, quoi. La question, c'est que moi, je trouve ça un petit peu insupportable, ce pas de deux entre la Fédé et Zidane, et que peut-être que si la Fédé voulait éviter que Zidane soit tenté de retourner au Real, il faudrait le nommer maintenant, quoi. De toute façon, Deschamps, il a dit qu'il partait. Je vois pas en quoi ça gênera le travail de Deschamps que son successeur soit nommé dès maintenant. Le truc, il est là. Je veux dire, les joueurs, ils ont besoin, ils s'en foutent à la limite que ce soit Deschamps ou Zidane. Ils vont jouer une Coupe du Monde, ils sont motivés.
pour jouer cette Coupe du Monde, pas pour faire un cadeau d'adieu à Deschamps, c'est ridicule. Alex Nissa du 06. Strasbourg qualifié en 8e de finale de la Conference League pour les 16e de la Coupe de France, mais laborieux en championnat ces derniers temps, avec une qualité de jeu fluctuante, mais en course pour le top 6 en Ligue 1. Quel est ton bilan de cette première partie de saison du Racing ? Il est globalement correct. Je pense que effectivement le 1 point sur les 4 derniers matchs plombe un peu le bilan. Effectivement, si Strasbourg avait battu Brest à la Méno et avait réussi à battre Lorient toujours à la Méno, ça ferait 5 points de plus et le club serait hyper bien placé. Mais il n'empêche que, effectivement, je suis d'accord avec toi, la qualité de jeu, elle est fluctuante, elle est surtout extraordinairement prévisible. Je pense que maintenant tout le monde sait comment joue Strasbourg et que Rosenior devrait peut-être un petit peu se réinventer. Je continue à dire, et je le maintiens, que l'équipe est moins bonne que l'année dernière parce que le gardien est moins bon. Le milieu de terrain, malgré Barco, est moins bon que quand il y avait Diarra et André Santos, et que Bakwa manque terriblement à cette attaque. Alors effectivement, il y a plus de profondeur de banc. Ça a permis à Rosenior de faire une énorme rotation, notamment en Conference League, puisque sur les 6 matchs de Conference League, Strasbourg n'a mis qu'une seule fois la grosse équipe, c'était à la Méno contre Crystal Palace, et que malgré ça, ils ont terminé premier, ce qu'on dit d'ailleurs un peu long sur le niveau de cette Coupe d'Europe en bois. Bon, le bilan, il est correct. Je pense que si Strasbourg finissait 6e et en Europa League, ce serait une très bonne saison, compte tenu du fait qu'il y a des clubs qui ont quand même de meilleures équipes que Strasbourg, Paris, Marseille, Monaco, peut-être Rennes, Lens, voilà, tu vois, t'en as déjà 5 devant, il faut que Strasbourg finisse derrière ces 5-là. Alex Nissa du 06. Walid Acharchour a dit que la CAN était le 3e tournoi international derrière la Coupe du Monde et l'Euro, mais devant la Copa América, que penses-tu de l'avis de Walid ? Je pense que je suis pas certain qu'il soit totalement objectif, hein. Je pense effectivement que son cœur, il penche beaucoup plus pour la CAN que pour la Copa América. Je pense que ce qui dessert aussi la Copa América, c'est que c'est en Amérique du Sud, donc tous les matchs ont lieu la nuit et que on s'en fout un peu, mais qu'il y a effectivement peut-être un petit peu moins de diversité en Amérique du Sud, parce que t'as quoi ? T'as l'Argentine et le Brésil qui sont toujours les grandissimes favoris, et puis t'as après les outsiders qui sont toujours l'Uruguay, et puis le Chili, voire la Colombie, mais il y a effectivement une concurrence qui est plus forte au niveau de la CAN. Alex Penon. Lors de Tottenham-Liverpool, samedi, Christophe Jallet, au commentaire de ce match, regrettait des affiches souvent décevantes cette saison en Première Ligue et un niveau technique en dessous des saisons passées. Que penses-tu de cette analyse et du niveau du championnat anglais ? Je pense que c'est une analyse que tu peux avoir sur à peu près tous les championnats et sur le football en général, où effectivement il y a de moins en moins de joueurs techniques, notamment au milieu de terrain. Je veux dire, Modric qui joue toujours et je vois pas de successeur à Modric arriver. Toni Kroos, pareil. Xavi, Iniesta, il y a Pedri un petit peu. Voilà, mais sinon les grands joueurs d'aujourd'hui, ce sont soit des dribbleurs comme Yamal, soit des dribbleurs buteurs comme Mbappé ou des buteurs comme Haaland, mais des créateurs, des mecs au toucher de balle soyeux, il y en a pas. Ce qui explique aussi que Ryan Cherki fasse autant parler de lui en Première Ligue, c'est que c'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a pas une concurrence folle non plus, quoi. Alex Penon, toujours sa petite rafale de questions. Alex, alors, j'ai une question qui me demande si je connais Alex. Je dis non, je le connais pas, mais il se casse la nénette à me poser les bonnes questions, donc moi je choisis les meilleures questions possibles, je choisis pas des noms. Alors Alex Penon, du coup, avec la reprise de la Ligue 1 le week-end du 4 janvier, Paris et l'OM iront jouer le trophée des champions le 8 au Koweït avant d'enchaîner avec la Coupe de France le 10. Une nouvelle fois, cette programmation n'est-elle pas scandaleuse et à contresens de l'intérêt sportif ? Mais évidemment. Alors il se trouve que le PSG va jouer le PFC au Parc, donc contre une équipe de Ligue 1. Marseille va jouer contre Bayeux, donc c'est pas, à la limite, tu peux faire des grosses rotations sur ces matchs-là. Déjà, c'est aberrant de faire un trophée des champions, ça doit être le premier match qui lance une saison, ça doit jamais être au bout de 6 mois, à la fin des matchs allés. Là pour le coup, les matchs allés,
se seront terminés le 4 janvier. Donc à mi-saison, faire un trophée des champions, ça n'a pas de sens. Le faire au Koweït, ça n'a pas de sens non plus, tout le monde s'en fout. Ce match ne va avoir un intérêt que parce que c'est le PSG contre l'OM. Maintenant, il faut juste voir comment les deux clubs vont disputer ce match et avec quelles équipes ils vont aller traverser une partie du globe. Alex Penon, toujours, avec la performance XXL de Safonov contre Flamengo, qu'en est-il pour toi de la situation des gardiens au PSG ? Si la blessure du Russe fait les affaires de Chevalier, force est de constater que Safonov a marqué des points tant il a été bon contre Rennes Bilbao avant cette finale. C'est vrai que Safonov a fait un excellent intérim avec 2 clean sheets et un seul but encaissé sur penalty contre Flamengo, même si je pense que dans l'esprit de Luis Enrique, c'est toujours Chevalier qui est programmé pour être le titulaire et pour de nombreuses années du PSG. Et peut-être que cette coupure, alors dans un premier temps, c'est une coupure forcée, puisqu'il avait été blessé par Lamine Camara sur ce tacle insensé contre Monaco. Et puis derrière, effectivement, le remplacement de Safonov a duré un petit peu plus que prévu. Mais je pense que dans l'esprit de Luis Enrique, c'est toujours Chevalier qui est devant. KK Town. À l'époque où tu suivais Arsenal, comment gérais-tu la période du Boxing Day ? Est-ce que cela t'empêchait de passer des fêtes en famille ? Non, puisque le Boxing Day c'est le 26, et que le 26, comme chacun sait, c'est le lendemain de Noël. Donc nous le Noël à la maison, ça a toujours été plutôt le 24 au soir. Le 25, c'était plutôt une journée de bulles et de rangeage de paquets, enfin d'emballage de paquets plus exactement. Non, le 26, en général, je prenais l'Eurostar, parce qu'en général, le Boxing Day, je le faisais toujours à Londres. Puis c'est une période vraiment très très sympa, hein. Une vraie tradition pour les Anglais, c'est les mecs qui viennent avec leur bonnet de Père Noël, il y a vraiment une bonne ambiance. Les matchs sont en général pas ébouriffants parce que le calendrier est bâti de telle façon qu'il n'y a pas vraiment de très très gros choc durant cette période du championnat, mais voilà, puis bon, ça meuble bien une période où tu t'aperçois finalement assez rapidement que le foot te manque. Alex Penon, décidément. Xabi Alonso s'entête depuis peu à aligner ses 4 fantastiques, bien que cela n'a jamais fonctionné. Penses-tu qu'il s'achète la paix dans son vestiaire et pense d'abord à éviter le licenciement? Le Real ne doit-il pas dégraisser ses galactiques et construire autour de Mbappé? Je sais pas, tout ce que je sais c'est que ça marche pas. Vous allez dire que je fais une fixette, mais moi il y en a un vraiment dont je comprends pas ce qui lui arrive depuis maintenant qu'il n'a pas eu ce ballon d'or et que ce ballon d'or est arrivé à Rodri. C'est Vinicius qui joue à l'envers, qui simule à chaque contact, qui passe son temps à râler, à se plaindre, et qui a une très très mauvaise attitude, qui en plus pour moi ne colle pas du tout à l'image que veut se donner une grande institution comme le Real. Bellingham, même s'il a marqué contre Séville, j'ai l'impression qu'il est perdu et que, effectivement, là pour le coup, la présence d'Mbappé l'oblige à jouer plus milieu qu'il ne faisait lors de sa première saison au Real, où il jouait 9,5 et parfois 9. Et je me demande dans quelle mesure la meilleure solution ce serait pas de faire jouer Bellingham en attaque avec Mbappé, mais là, évidemment, pour le coup, quid de Vinicius et de Rodrigo. Encore une fois, à me répéter, je pense que cette équipe souffre d'une déficience à la fois de technique et de remontée de balles de qualité au milieu qui est rédhibitoire. Et en plus, comme l'année dernière, l'équipe est décimée défensivement, puisque Trent Alexander-Arnold est blessé, Militao est blessé, Carrera s'est suspendu. Donc c'est très compliqué, et je crains une nouvelle fois que le Real ne fasse une allée blanche, effectivement. Henri, ton voyage il y a plusieurs semaines à Rabat pour l'inauguration du stade était-il professionnel ou personnel? As-tu un contrat pour promouvoir la CAN ou le Maroc pendant la compétition? Alors, j'étais allé à Rabat parce que j'avais été contacté par des gars qui étaient à l'époque chargés de tout ce qui était la com autour à la fois de cette CAN et surtout de la Coupe du Monde en 2030.
Effectivement, j'y avais été pour participer à une conférence à Rabat la veille de l'inauguration du stade et rester pour ce match inaugural. C'était très sympa, mais il se trouve que depuis, les gens avec qui j'étais en contact, effectivement, pour peut-être faire quelque chose pour la Coupe du Monde 2030, ont été écartés du projet parce que le soir de l'inauguration du stade à Rabat, ça a été à notre niveau un bordel, mais inouï, et qu'effectivement les gens avaient râlé. Ils avaient également râlé sur la mise en ligne de la vente des places qui était visiblement extrêmement problématique aussi. Et donc ils ont été écartés du projet. Donc à partir du moment où ils sont écartés du projet, moi j'en fais plus partie non plus. Donc, et puis très franchement, avec toute l'actualité qu'il va y avoir en France dès le 4 janvier, pour Pierrot le foot, c'est mieux que je sois sur Paris. Kéké des Towns. La saison prochaine, les consommateurs auront le droit d'avoir toute la Ligue 1 pour 19,90 par mois, ce qui est le prix le plus bas depuis bien longtemps, mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, ça va contenter les gens qui râlaient qu'il faille 2 abonnements pour voir tout le championnat. Là, maintenant, tu vas effectivement avoir tout le championnat sur une seule et même plateforme. Mais bon, ça coûte 20 balles. Si tu veux regarder les Coupes d'Europe, il faut t'abonner à Canal, ça coûte encore plus cher. Si tu veux voir la Coupe de France, il faut t'abonner à beIN et ça coûte encore plus cher. Vouloir avoir tout le foot sur un seul support, c'est un vœu pieux. Voilà, je pense que après avoir triomphalement communiqué sur le 1 million d'abonnés, ça fait quand même maintenant plusieurs mois qu'on n'a pas de nouvelles des abonnés de Ligue 1+, donc je pense que ça doit stagner sévère. Et même si tu as, on va dire, 2 millions d'abonnés à 20 €, ça fait pas assez à l'arrivée, quoi. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Et puis surtout que, à mon avis, tu seras très très loin. Je pense que 2 millions, je pense que même 1,5 million, c'est presque le plafond de verre pour un truc comme ça, quoi.